C'est une visite dans laquelle on va plutôt parler de transition écologique. C'était l'idée de venir visiter, alors on n'est pas sur le territoire du Seignox, mais on n'est pas trop éloigné, de venir visiter une chaufferie bois, pour la bonne raison qu'on aimerait bien, dans le cadre de notre PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale, développer ce type d'énergie renouvelable. Voilà, donc on vient s'inspirer de ce qu'ont fait nos voisins, les Bayonnais, avec la CAPB, s'inspirer de ça pour pourquoi pas essayer de développer ce type de proposition sur notre territoire. Première chose, nous sommes ravis de vous accueillir ici, donc sur la chaufferie bois du réseau de chauffage urbain de la ville de Bayonne, qui s'appelle Egourrétique, comme vous pouvez le voir là-haut, sur le nom qui a été trouvé par les élus de la ville. Pour ceux qui ne sont pas bascophones, comme c'est mon cas, Egourrétique veut dire qui vient du bois. Donc c'était un nom qu'on apprécie énormément parce que ça a une connotation effectivement par rapport à l'outil, mais aussi éthique. Donc on fait à la fois l'aspect provenance du matériau et l'aspect éthique, développement durable de l'outil. Donc ici je vous accueille de mon côté. Moi je suis Gérard Berthomier, je suis le chargé de clientèle de la société Dalkia. Dalkia, nous sommes le délégataire de service public de la ville de Bayonne pour la gestion de cette chaufferie et de ce réseau de chauffage urbain. Donc à ce titre-là, nous gérons bien sûr cette chaufferie. Nous alimentons en chauffage et en eau chaude sanitaire l'ensemble du quartier, alors ce qu'on appelle ici le quartier des Hauts de Sainte-Croix, que vous devez connaître, donc qui descend jusqu'en bas finalement, quasiment au quai de la Dour, jusqu'au stade Didier Deschamps, pour vous remettre un peu le périmètre, et qui va grosso modo de la rue Maubec jusqu'à la Nationale. Ici, donc c'est l'ensemble de ce quartier qui est alimenté par ce réseau de chauffage urbain. On chauffe aujourd'hui une quarantaine de bâtiments, c'est à peu près 3000-3500 logements, équivalent logements. C'est un projet qui se développe tous les ans. Tous les ans, on a de nouveaux abonnés, de nouveaux bâtiments qui viennent se raccorder sur le réseau. Donc c'est un projet qui vit, lui aussi, sur la durée. Donc ici, on se retrouve sur le site donc, de Bayonne. Il y a combien de superficie au sol là, pour l'installation de ces 3 bâtiments, enfin de ces 3 structures? Parce que la parcelle en elle-même fait 3200 m². Le bâtiment doit faire à peu près un tiers, j'aurais dit à peu près entre 800 et autour de 800, enfin voilà, autour de 800 m², j'aurais dit. Alors ça, c'est une bonne question sur le fond par rapport à, si vous réfléchissez pour vos communes à la possibilité d'implanter des chaufferies bois, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut livrer le bois? Ça a l'air tout bête, mais c'est une des questions principales. Ce qui veut dire pouvoir arriver en camion, si possible. Alors ici, c'est des semis parce qu'on commence à être dans une grosse chaufferie. On n'est pas obligé d'être sur des semis. Mais cela dit, voilà, est-ce qu'un camion peut arriver? Donc en fonction de la taille de la chaufferie, est-ce que ce sera un semi-remorque ou est-ce que ce sera un petit camion, un 30 tonnes par exemple, qui serait suffisant? Donc c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le camion peut manœuvrer en toute sécurité? Donc ici, vous avez vu qu'on est quand même dans une zone urbanisée. On a de part et d'autre le lycée basque, le lycée CHK qui est venu s'installer entre-temps. Donc potentiellement des élèves, des étudiants qui sont sur le parvis, qui discutent avant d'entrer en cours. Donc potentiellement voilà, des risques de collision. Donc on a fait le choix ici d'avoir une zone de rotation poids lourd qui soit à l'intérieur du site. Ce qui explique effectivement sur l'ensemble de la parcelle que la grosse partie, si je parle de surface en mètres carrés, la grosse partie est celle de la voirie. Pour permettre au camion de reculer, donc il rentre dans le terrain, il recule à marche arrière vers les silos pour pouvoir décharger le bois. Donc c'est cette partie qui occupe le plus de place finalement en termes de place au sol. Voilà, donc ici on est dans le hall d'accueil, donc on a notre partie bureau, puisqu'on comme on reçoit régulièrement des gens, en fait on a aussi les bureaux administratifs de Dalkia qui sont ici. Juste avant de passer en salle de réunion, je voudrais juste vous montrer une photo qui est au mur, alors quelque chose qu'on ne pourra pas voir puisque voilà, la chaudière est en fonctionnement, donc on ne va pas l'ouvrir en plein fonctionnement. Mais la photo que vous voyez au mur, c'est la photo de la vraie chaudière, donc qui est en bas dans les installations. Et c'est le foyer, donc le jour où on a fait le premier allumage. Donc vous voyez, on voit là, on devine, on voit le foyer, donc le bois qui brûle en fond. Donc là c'était en début de saison, donc l'ensemble de la chaudière n'était pas en braise. On a un sol, c'est du sol, en fait c'est des plaques acier vibrantes qui font glisser le combustible. Et on retrouve autour de la brique réfractaire, tout simplement, avec, on voit en haut les aérations, enfin les trous d'air qui sont les arrivées d'air neuf, puisque pour que le bois brûle, il faut de l'oxygène, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut amener de l'air neuf dans la chaufferie pour entretenir la combustion. Alors comme je dis souvent, en termes de technologie, vous avez devant vous un énorme four à pizza. Il n'y a pas d'aspect novateur dessus. Voilà
un foyer au bois, ça existe depuis la nuit des temps, depuis les Romains. Ce qui va être compliqué derrière, c'est toute la régulation et toute la technologie qui est embarquée sur la supervision et sur la gestion du réseau. Mais la chaudière en elle-même, on reste sur quelque chose de gros, bien évidemment. La chaudière fait 14 mètres de haut, on verra tout à l'heure. Mais c'est une technologie tout à fait classique. Voilà. Donc ça, c'est le... Si vous voulez savoir à quoi ressemble un foyer, un feu dans une chaudière, ben voilà, c'est ça tout simplement. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée par rapport à vous, par rapport à vos communes, on est ici sur une installation de taille médiane. Alors on est sur soit une grosse petite chaufferie ou une petite grosse chaufferie. On est un peu entre les deux en fait. Voilà. On est quand même au-delà, la chaudière fait 5,3 MW. Dans nos habitudes d'Alkia, quand on dépasse 5 MW, on commence à être dans la grosse installation. Donc on est voilà, dans les petites des grosses installations qu'on peut trouver sur le territoire. Et un projet comme ça, il a une durée de vie de combien? Si le matériel est bien entretenu et si ça fonctionne bien, la chaudière, une chaudière, ça vit une bonne trentaine d'années. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème avant 30 ans. Après, je veux dire, ça dépend de la nature des problèmes. Et puis une chaudière, ça peut se changer. Un réseau en lui-même, le réseau, il est fait pour durer. Alors, c'est toujours compliqué, mais les spécificités constructeurs, c'est au moins 50 ans. Sachant qu'un réseau, c'est des canalisations en acier, donc c'est pareil. Je veux dire, si l'eau est bien traitée, s'il n'y a pas de corrosion, je veux dire, ça peut durer très longtemps. Voilà. Donc c'est un projet qui est au moins pour 50 à 80 ans, j'aurais dit. Voilà. Après, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les premiers réseaux français. C'est des réseaux qui aujourd'hui ont été construits à l'entre-deux-guerres. Vous voyez, ils ont pas 100 ans, mais ils sont à 60, 70 ans. Quoi, ils ne sont pas tous en bon état. Mais cela dit, voilà, c'est un projet qui est quand même sur de la durée. Pour le projet, pour nous, alors on est délégataire, comme je vous disais, de cet outil. Ça a été monté en montage délégation de service public pour 24 ans. Alors ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire que le projet en lui-même que l'on a conçu, on l'a amorti sur 24 ans, voilà, en termes financiers. Donc, ça veut dire que dans 24 ans, l'outil sera amorti. L'ensemble est un bien de retour pour la ville, pour le délégataire, pour l'autorité délégante. Donc ça revient en bien de retour à titre gratuit à la ville de Bayonne. Et ensuite, la ville de Bayonne pourra le gérer comme elle veut pour les 20, 30, 40 ans qui viennent. Alors, vous voyez, un des problèmes du bois, on le voit sur la vitre assez rapidement, c'est que l'inconvénient majeur du bois, c'est la poussière. En fait, le silo, l'idée, alors on a 600 m3 pour vous donner un ordre d'idée par rapport à alors si on parle de l'outil en pleine puissance, c'est en plein hiver forcément, puisque quand il fait froid et qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc en plein hiver, les journées les plus froides, par moins 5 degrés, puisque l'outil est dimensionné pour moins 5 degrés, c'est la norme, on aurait 4 jours de fonctionnement. Alors pourquoi 4 jours? Parce que ça permet de passer simplement les ponts et les congés, hein, voilà, pour éviter de livrer le jour de Noël, le jour de l'an. En général, les gens ne travaillent pas. Donc avant les fêtes de Noël, on fait rentrer 5-6 camions, on fait 4 jours de stock, ça permet de passer un long week-end en gros. Et ensuite on refait livrer le lundi ou le mardi suivant après les fêtes. Donc l'idée est là. En fonctionnement normal, on a des livraisons de tous les jours, on a 2 camions par jour l'hiver. Hein, donc il y a quand même du volume qui passe. En demi-saison comme en ce moment, c'est plutôt un camion tous les 2 jours, on va dire. Un camion par jour à tous les 2 jours, ça dépend un peu des moments. Et en plein été, quand le chauffage est arrêté, c'est un camion par semaine. Donc voilà, ça dépend des besoins. 85, on avait été bloqué pendant presque un mois. Oui, alors là par contre, voilà. On se chauffe plus alors? Si, on a un secours au gaz. Ah d'accord. Donc voilà, si besoin, là pour le coup, le gaz c'est une canalisation qui arrive. Donc voilà, si jamais il y a des barrières de dégel, s'il neige ou s'il se passe quelque chose, voilà, il y a un secours. Alors le secours est souvent, sur les réseaux, est souvent en énergie classique, j'allais dire fossile. Donc on prend souvent la plus facile à utiliser et la moins chère en investissement, donc c'est souvent du gaz. Donc ici voilà, on a une chaudière secours au gaz. Donc si jamais il y a un problème de grève, de ce qu'on veut, de neige pendant une semaine qu'on ne peut pas livrer, parce qu'effectivement le bois encore une fois il faut l'amener. Voilà. À ce moment-là on bascule au gaz. Vous avez le plan, alors pour ceux qui ont déjà regardé le plan du réseau, la chaufferie est ici, donc au nord, finalement nord-est de Bayonne. Et le réseau s'étend on descend du sud, donc de la fameuse avenue du 14 avril, hein, qui repart ensuite vers le port. Et on descend jusqu'au stade Didier Deschamps, donc sur l'axe nord-sud. Le centre du réseau étant la place des Gascons, hein, au milieu avec les bâtiments en U là, assez représentatifs. Et est-ouest, on part, voilà, alors je disais la nationale, pas tout à fait la nationale, puisque là c'est des pavillons, c'est maisons individuelles.
mais on part ensuite vers l'ouest jusqu'à la rue Maubec, et avec le projet d'extension un peu plus vers l'ouest, comme je vous disais aujourd'hui, autour de la citadelle. Donc une quarantaine de bâtiments raccordés, principalement du logement. Le plus gros client, le plus gros consommateur est la résidence Brouwer, l'immeuble que l'on voit en face. Donc à eux seuls, c'est 1120 logements, je crois, de mémoire. Vous voyez déjà. Donc ils font 40% des besoins. Donc ça reste le premier utilisateur du réseau. Alors ce que je vous propose, je vais vous parler un peu de réseau de chauffage urbain. Et ensuite on verra Bayonne un peu plus en détail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur? Alors un réseau de chaleur, c'est un réseau qui part d'une chaufferie centrale et qui dessert plusieurs bâtiments. Ça peut desservir n'importe quel bâtiment, que ce soit du logement, une école, un hôpital, un groupe scolaire, un gymnase, un stade, peu importe, à partir du moment où ça consomme de la thermique. Enfin de la thermique ou du froid d'ailleurs, parce qu'on parle de réseau de chaleur, mais il existe aussi maintenant de plus en plus de réseaux froids, de climatisation urbaine. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un réseau central et des bâtiments qui sont raccordés. Le seul impératif, c'est que le bâtiment soit en fonctionnement de chauffage collectif. Alors ce qu'on appelle un chauffage collectif. Pour reprendre l'hôpital, c'est simple, parce qu'en général, il y a une chaufferie collective. Enfin, il y a une chaufferie à l'hôpital qui chauffe l'hôpital, donc ça c'est facile. Sur des logements publics, j'allais dire, c'est pas toujours le cas, puisqu'on peut avoir des immeubles avec chaque appartement sa chaudière individuelle, ou son chauffe-eau individuel. Ça, on ne peut pas le raccorder aujourd'hui. Ça voudrait dire que pour raccorder ces appartements individuellement, il faudrait un réseau qui arrive à chaque appartement, avec un échangeur à chaque appartement. Techniquement, c'est possible, mais encore une fois, voilà, en termes de mise en œuvre, c'est quand même un peu compliqué, donc pour l'instant, on ne le fait pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on raccorde des bâtiments qui sont en chauffage collectif, c'est-à-dire un immeuble classique qui avait une chaufferie centrale en pied d'immeuble, souvent. Et donc le réseau fait quoi? Le réseau, il vient remplacer la chaudière, tout simplement, par un échangeur à plaques qui va amener de la chaleur à l'immeuble, à la barre d'immeuble. Alors quelques images amusantes, hein. Ça c'est une photo sur ce que vous reconnaissez sur Manhattan. Alors, vous voyez, pour ceux qui ne sont jamais posé la question, Manhattan, on a beaucoup de films américains avec beaucoup de fumée qui passent là, toujours à Manhattan. Moi quand j'étais petit, je me dis pourquoi ça fume toujours sur les trottoirs à New York. Et en fait New York était principalement chauffé par un réseau de chauffage urbain vapeur. Et comme c'est un vieux réseau, pour le coup, New York il a un peu plus de 100 ans le réseau, il date du début du siècle dernier, donc il y a quelques fuites. Et de la vapeur, quand ça fuit, qu'il fait froid, ça fume. Donc on a parfois, alors si vous êtes parti en vacances à New York en hiver, vous pouvez voir à des moments de sortie d'égout ou autre, on voit de la fumée qui sort. Donc c'est de la vapeur du réseau de chauffage urbain, ça veut dire qu'il y a une fuite. Voilà. C'est très commode d'ailleurs pour localiser les fuites, pour le coup. Ici c'est pas le cas, on n'est pas sur un réseau vapeur, hein, on a des fois la question, on est sur un réseau eau chaude. Donc on a des régimes de température 85, 95 degrés à peu près. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, si jamais ça fuit, il n'y aura pas de nuages d'eau, ça va mouiller le sol. Alors là je parle de New York, il y a un autre réseau qui est à peu près pareil chez nous, hein, à Paris, hein, pour ceux qui le savaient déjà ou pas. Vous avez un site qui est pas mal fait, la CPCU, donc Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, voilà, sur internet. Donc là on voit une gaine technique, un réseau technique sous des canalisations à Paris, donc les canalisations vapeur sont en sous-sol. On est aussi sur la vapeur à Paris, pour info. On a un chauffage collectif, hein. Si vous allez à Paris, vous verrez très peu de fumée qui sortent dans des cheminées des immeubles. Les 3/4 des immeubles sont en chauffage urbain ou électrique. Il y a très peu de chauffage individuel, de chauffage gaz ou fuel à Paris. Juste quelques chiffres sur ce slide. Voilà, aujourd'hui, Paris, c'est 8 millions de tonnes de vapeur. C'est le plus gros réseau français, hein. Ça chauffe 1,5 million de personnes, à peu près de Parisiens, principalement dans la périphérie, à l'intérieur du périphérique, on va dire, ou petite couronne. Alors la particularité de Paris, c'est que le réseau est en gros 45%, mais quasiment la moitié du réseau est assuré par de la chaleur qui vient des usines d'incinération d'ordures ménagères. Donc il y en a 3, hein, principalement, qui sont à Ivry, Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen, donc autour de Paris. Et ces usines, voilà, brûlent les ordures ménagères et on chauffe l'eau avec l'énergie des ordures et on envoie ça dans le réseau vapeur sur la ville de Paris. Alors ça ne suffit pas toujours, donc quand ça ne suffit pas, la ville de Paris dispose également de 8 chaufferies différentes, pareil disséminées un peu partout sur la petite couronne, qui vont amener l'appoint de ces besoins-là. Donc grosso modo 50%. Une des dernières, c'est celle de Saint-Ouen. Alors Saint-Ouen c'est la plus grosse chaudière de France au granulé.
Si on parle de bois, ici vous avez vu on est sur de la plaquette forestière, donc c'est du bois broyé. Là à Paris ils ont fait le choix de prendre des granulés, donc les granulés vous connaissez, ce qu'on appelle les pellets aussi. Donc là on est sur une grosse installation, il passe à peu près 140 000 tonnes de pellets par an. Et le reste reste du classique, donc gaz, biogaz, ils ont encore une unité au charbon. Donc en gros, voilà, on a 50, si vous rajoutez les 140 000 tonnes de granulés plus les unités d'incinération d'ordures ménagères, on est à un peu plus de 50% du mix énergétique parisien qui est sur de l'énergie renouvelable. C'est pour ça que je vous en parle. Là, on est sur la grosse installation, bien sûr, on n'est pas obligé d'être si gros que ça. Et on est sur de la vapeur. Quoi qu'il en soit, si on revient sur notre projet, aujourd'hui sur un réseau de chaleur, quand on veut faire un réseau de chaleur, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On va chercher, la première chose c'est de mutualiser, c'est-à-dire avoir une installation qui soit collective, donc avec un point d'injection unique qui distribue vers plusieurs bâtiments. Ça sert à quoi dans l'idée de dire on a une seule chaufferie? Ça va nous permettre de, mine de rien, de lutter contre la pollution, de préserver l'environnement parce qu'on a un seul point de rejet atmosphérique qui est centralisé et qui va être surveillé, traité, mieux que 40 chaufferies qui, elles, ne sont pas traitées. Donc on a quand même un suivi environnemental qui est beaucoup plus précis par rapport à ça. Ça va permettre pour les collectivités de faire la promotion d'un service public de chaleur, donc un réseau de chaleur urbaine, si possible au meilleur prix. Alors je dis si possible parce qu'aujourd'hui, les réseaux de chauffage français ENR ne sont pas moins chers que les réseaux classiques. En tous les cas, ils sont avec un prix à peu près stable. Aujourd'hui, vous savez, alors si on parle d'énergie, on a les énergies fossiles et les énergies renouvelables, dans les deux. Les énergies fossiles, ce qui les caractérise, alors quand on parle d'énergie fossile, c'est principalement pour le chauffage, on va parler de gaz et de fioul, en tous les cas sur l'Europe du Nord. Donc c'est deux énergies qui sont soumises aux fluctuations du marché et qui peuvent être à des moments très volatiles. Le gaz, on l'a vu, il avait flambé en 2012-2013. Il a rebaissé après, donc voilà, c'est un marché qui, est quand même qui bouge assez fort. Ce n'est pas le cas des ENR. Alors les ENR, elles sont soit gratuites, j'allais dire, si on prend une solution solaire. Le rayonnement solaire, il est gratuit. Je ne parle pas de coût de l'installation et d'achat du matériel, je parle d'énergie en elle-même. Après, ça peut être le bois. Ce qui fait le prix du bois, ce qu'on dit souvent, c'est le bois, il est quasiment la ressource, elle est quasiment gratuite. Ce qui va faire le prix du bois, ça va être le prix de la collecte. Il va falloir aller le chercher tout simplement. Donc ça va être le salaire du forestier et le transport, donc le fuel du camion aujourd'hui, parce que les camions sont encore pour l'instant au fuel. Donc ils vont faire le prix du bois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bois, l'intérêt c'est d'aller le chercher pas très loin de chez nous. Aller faire une chaufferie bois dans un endroit où il n'y a pas de bois, ce serait un peu bizarre. Et en même temps, finalement, ça crée de l'emploi aussi localement, puisque le forestier et le chauffeur du camion sont des gens qui habitent en général dans la région et qui travaillent ici, donc des emplois qui sont en général non délocalisables. Donc c'est un intérêt assez... Et donc le bois d'ici vient d'où, aux alentours? Alors le bois d'ici vient contractuellement, parce que là c'est pareil, on a la théorie, on a la pratique. Contractuellement, on est soumis nous, au contrat de délégation de service public que l'on a signé avec la ville de Bayonne. Donc le contrat nous autorise à aller chercher du bois dans un rayon de 100 km autour de Bayonne. Voilà, vous imaginez. Alors si on prend, je crois que j'ai la carte un peu plus loin, mais si on prend Bayonne, si on fait un cercle, vous avez déjà un quart du cercle, c'est l'océan Atlantique, donc le bois il n'y en a pas beaucoup, ou alors il est mouillé, donc on n'a pas. On réfléchit à collecter le bois de plage, mais bon, on est sur un problème encore une fois de collecte. L'ADEME, qui est le financeur et qui participe à ces projets-là, l'ADEME nous dit aujourd'hui, si vous pouvez éviter d'aller chercher du bois en Espagne, ce serait bien. Donc ça veut dire qu'on enlève un autre quart du cercle. Et si on part vers l'est, pardon, on a un quart du cercle, en gros c'est les Landes. Donc on est un projet bayonnais, donc on ne prend pas de bois landais. Donc il reste un... C'est vrai, oui. C'est vrai. Alors je vais préciser mon propos. Et donc en fait il reste un cône de 30 degrés en fait qui est le massif ou le prémassif pyrénéen. Donc aujourd'hui le bois qu'on utilise ici vient principalement des exploitations du Béarn, Pays Basque et un peu du Sud-Land, on va dire. Alors pour revenir sur le bois landais, c'est pas qu'on veut pas de bois landais, c'est qu'on a un problème dans les Landes, c'est le sol. Alors, je reviens encore une fois sur la théorie, le bois c'est un produit agricole. Donc ça veut dire que ce qui va faire la difficulté du projet, c'est des difficultés bêtement agricoles.
Vous allez comprendre très vite, si on prend du bois, il faut aller le chercher. Forcément, donc en général, c'est un arbre. C'est-à-dire que pour aller chercher le bois qui est sur l'arbre, il faut couper l'arbre. Quand on coupe l'arbre dans les Landes, l'arbre il tombe sur quoi? Sur du sable. Exactement. Et le sable, c'est quoi? Le sable, c'est de la silice. Et la silice, à haute température, ça fond et ça fait du verre. Pardon, excusez-moi. Ça ressemble à ça. Alors ça, c'est une boule qu'on a récupérée dans la chaudière en bas. Ça donne ça. Alors le verre, comme vous le savez tous, le verre est un excellent isolant thermique. C'est ce qu'on utilise en double vitrage. Donc ça, pour isoler la chaleur, c'est super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on brûlait trop de silice dans la chaudière, potentiellement, on peut avoir des fumées de silice qui pourraient venir couvrir le foyer de la chaudière, la voûte de la chaudière, donc isoler thermiquement la chaudière. Et donc ensuite, on ne pourrait plus éliminer la chaleur. Et en gros, la chaudière exploserait, pour faire simple. Donc on a un vrai problème technique avec le sable. Voilà. Donc ce n'est pas un problème de bois landais, c'est un problème de sol en fait. Alors il y a d'autres installations. Alors il y a des installations aujourd'hui, mais qui sont plus des installations industrielles, qui arrivent à brûler ça, qui n'ont pas de souci avec le bois. On en a une à Facture, pour exemple, qui est la papeterie Smurfit à Facture, que l'on gère aussi, qui est la plus grosse installation biomasse de l'Europe de l'Ouest. Pour vous donner un exemple, alors si vous allez en haut de la dune du Pilat, si vous voyez le seul bâtiment qui dépasse Biganos, c'est la chaufferie de Facture. Donc c'est une installation qui brûle 500 000 tonnes de bois par an, pour vous donner un ordre d'idée. Alors c'est une chaudière américaine qui est en... Le foyer en fait c'est comme un magma, si vous voulez, c'est du sable en fusion. Donc si on rajoute un peu de sable, c'est pas très grave. Par contre voilà, la chaudière, c'est une chaudière industrielle, elle est faite pour ça. Voilà. Donc elle est faite pour brûler du bois. En fait, on recueille du bois principalement sur la forêt landaise ou de Gironde pour faire leur pâte à papier et leur pâte à carton. Donc forcément, quand les bois arrivent, il y a du sable dedans. Donc en gros, les résidus de scierie, ils les balancent dans la chaudière et ça leur fait la chaufferie du process industriel. Donc ça, voilà, à partir du moment où la chaudière est faite pour ça, ça marche bien. Si la chaudière n'est pas faite pour ça, ça ne marche pas bien. Ok. Donc une chaufferie bois dans la provenance, qui sera alimentée par du bois des Landes, ça serait quand même possible. Il faudrait l'envisager dès le départ. Ce serait possible sur toutes les chaudières, mais ça veut dire faire des arrêts fréquents et des nettoyages fréquents pour bien, au fur et à mesure, nettoyer la voûte et éviter que se fabrique du verre. Mais ça peut se faire, mais ça demande une maintenance accrue et importante. Ou alors ça voudrait dire choisir des chaudières qui permettent de brûler ce genre de combustible ou de l'éliminer plus simplement. Il y a des installations qui ont des lavoirs également. En fait, quand le bois arrive, il passe à travers des jets, à travers des karchers. Donc ça lave le bois. Mais encore une fois, on revient sur des contraintes techniques supplémentaires qu'on n'a pas pu avoir pour diverses raisons ici sur ce projet. Mais même sur les grosses chaufferies, si vous prenez Facture, alors là pour le coup, ils brûlent aussi des souches. C'est vraiment la grosse chaudière, donc forcément la souche, là, vous comprenez que quand on l'arrache, il y a encore plus de sable que quand une branche tombe. Donc les souches, ils les laissent à l'extérieur, donc ils les laissent 3 mois à l'extérieur, donc ça veut dire qu'elles sont rincées pendant 3 mois par la pluie. Donc ça les nettoie déjà pas mal, mais il reste de toute façon toujours un peu de sable dans les interstices du bois, dans l'écorce sur les branches. Donc il en reste un peu, ce qui reste ne les gêne pas, on va dire. Voilà. Donc en fait, ça c'est important. Cela dit, pour un projet bois, c'est ce que demande l'ADEME sur tous les projets, parce que l'ADEME reste quand même l'autorité de tutelle importante sur l'ensemble de ces projets, puisque c'est eux souvent qui financent, qui cofinancent. Donc ce que demande l'ADEME avant de valider tout projet bois, c'est de valider le plan d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il demande à tous les acteurs locaux, à partir du moment où on réfléchit à une chaufferie bois, première question qui se pose, c'est oui, mais où est-ce que vous allez chercher votre bois et quel bois vous allez chercher? Alors ça c'est important par rapport à la pérennité de la ressource. Le but c'est pas de raser toutes les forêts et de les brûler, ce serait une hérésie complète. Mais c'est surtout important pour l'ADEME, pour eux, pour gérer de manière plus sereine l'exploitation forestière de la zone économique dont on parle. Et ensuite ça permet surtout de choisir la chaudière qui va bien. Si on a du bois de conifère, c'est un bois qui brûle beaucoup plus vite, avec beaucoup de résine à l'intérieur. Alors ça c'est pareil, ça peut se gérer, mais il faut des chaudières qui sont adaptées à ça. C'est un bois qui libère beaucoup de chaleur très vite. Ici on a un bois plus classique, ici on va retrouver des essences, on va retrouver du bouleau, du peuplier, du chêne, du châtaignier, ce qu'on retrouve un peu sur le massif pyrénéen. Donc un peu de conifères, on en a un peu quand même, mais pas énormément. Voilà, donc tout ça en fonction de votre rayon d'approvisionnement en bois
et des types de bois que vous trouvez localement, vous allez choisir la chaudière qui va bien. Après, le dernier élément qui est à regarder, c'est l'hygrométrie du bois. Aujourd'hui, quand on nous livre parce que quand on commande du bois à un forestier, on ne commande pas un camion de chêne, on commande un camion de bois. Et il arrive ce qui arrive. Alors, des fois c'est du chêne, des fois c'est du peuplier, des fois c'est du bouleau. Non, pas du peuplier, on en a une deux fois, on n'en veut plus. Ça c'est à part, ça pour le coup là. Mais sinon les bois normaux, on va dire, n'ont pas d'impact, le type de bois n'a pas d'impact. Ce qui va jouer, ça va être l'hygrométrie du bois. C'est-à-dire si le bois est détrempé, s'il est mouillé, il va brûler moins bien qu'un bois qui va être sec forcément. Donc ça c'est important parce que les forestiers sont rémunérés en fait ils ne sont pas rémunérés à la tonne de bois, ils sont rémunérés à la chaleur qu'on en tire. Mais ça je vais vous en parler tout à l'heure. Donc ça c'est pareil, alors c'est important parce que, encore une fois, on parle d'un produit agricole. Dans la chaîne de valeur du bois, plus on a de transformation, plus ça coûte cher. C'est-à-dire que si vous coupez un arbre, si vous prenez l'arbre, vous l'amenez à la scierie, qui le découpe, qui en font des plaquettes, que vous amenez ces plaquettes dans un hangar, que vous laissez à l'abri du vent à l'abri de la pluie pendant 2 mois, que vous rechargez ensuite sur un camion pour ramener, vous avez 3 ruptures de charge. Et à chaque rupture de charge, vous avez de la main-d'œuvre, vous avez du process, vous avez de la transformation, donc chaque fois ça coûte cher. Donc ce qui est le plus intéressant, c'est de faire de la livraison de ce qu'on appelle du direct chantier chez nous. C'est-à-dire que quand un forestier coupe sa parcelle, il va récupérer juste 2 mots là-dessus. On est fournisseur d'énergie, mais sur le réseau, on est fournisseur d'eau chaude. Par contre, on va acheter du combustible. Comme on aurait acheté du gaz ou du pétrole ou du bois, on va acheter du bois. Donc le bois, on l'achète au forestier. Donc le métier du forestier, c'est de gagner sa vie en exploitant des forêts. Donc lui, son but, encore une fois, c'est pas de raser sa forêt et de perdre son gagne-pain. Donc c'est de gérer sa forêt de manière la plus pertinente possible. Donc ça veut dire qu'il va planter ses arbres. Donc quand vous regardez des jeunes forêts, alors ça marche aussi pour le pin. Les premières plantes sont faites, alors je ne suis pas un expert, mais sont faites assez proches. Les arbres sont plantés, je vais dire n'importe quoi, 2 mètres l'un de l'autre. Au moment de la croissance de la forêt, il y a un peu de mortalité, donc certains arbres meurent ou sont pris par les autres, donc ça c'est perdu. Ensuite, ils font des premières coupes, ce qu'ils appellent des coupes d'éclaircie. C'est-à-dire qu'à un certain moment, pour que la forêt puisse se développer, ils vont couper les arbres qui sont trop près les uns des autres. Donc ces petits arbres, ces petites éclaircies, souvent ne sont pas valorisés, donc ça peut être utilisé pour du bois de chauffage, ça peut être broyé et brûlé pour le coup. Donc on va récupérer ça. Et ensuite, une fois que la forêt arrive à maturité, en fait, le forestier lui va couper son arbre et son but ça va être de vendre son produit. Donc en fait, il va vendre en gros pour faire simple, il va vendre le tronc ou les gros morceaux en bois d'œuvre, donc ça part en charpente, industrie de la construction. Il va vendre les petites branches ou les arbres plus petits en bois d'industrie, donc toute l'industrie de la menuiserie. Tout ce qui va autour des produits du bois. Et en fait, jusqu'à présent, tout le reste, toutes les petites branches, les écorces, tout ça, c'est perdu pour un forestier, ça reste au sol. Moi, j'habite à la Benne, par exemple, donc si on se balade un peu dans le Seignan ou ailleurs, quand on voit des coupes de pin, moi, ça m'a toujours impressionné le nombre de bois qui reste au sol et qui n'est pas toujours valorisé. Donc c'est ça qu'on essaie de récupérer, en fait, c'est ce qu'on appelle ce bois énergie, qu'on va récupérer, qu'on va broyer, et qu'on va ensuite amener ici pour être brûlé. Donc souvent l'intérêt d'un forestier, dans la mesure du possible, pour avoir un prix intéressant, c'est toutes ces petites branches, c'est de les broyer sur place. Donc souvent quand ils coupent, ils ont des unités de broyage, on les voit, avec des bennes sur le côté, donc ils le broient directement dans la benne et ils amènent ça directement de la parcelle à la chaufferie. Et ça forcément, à partir du moment où on est en flux direct, le jour où il pleut, le bois il arrive et il est quand même un peu mouillé. Donc ce qui va faire pour nous, en gros chaque livraison, en fonction du temps qu'il fait à l'extérieur, on va avoir ce qu'on appelle un PCI, une puissance calorique du bois qui va changer. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Mais le but du forestier, c'est dans son équation économique, c'est d'avoir une ressource supplémentaire en fait, qui était jusqu'à présent pas possible. En gros, tous les sous-produits de l'industrie forestière, il va essayer de les valoriser en bois énergie, alors que jusqu'à présent c'était souvent perdu et ça restait au sol. Alors il ne faut pas tout enlever non plus, puisqu'il faut que le sol se régénère, il faut participer à la fertilisation du sol. Donc en gros, les forestiers m'expliquaient qu'ils essayaient de ramasser 60 à 70% en fait, de ce qui est par terre, et qu'il fallait qu'ils laissent à peu près 30% pour la gestion forestière. Alors là, je reviens à mon propos, on parlait des réseaux de chaleur. Donc les réseaux de chaleur, ils peuvent être à n'importe quelle énergie. Donc à une certaine époque, ils étaient tous au charbon et au gaz ou au fioul.
Aujourd'hui, ça se fait plus. Aujourd'hui, on essaie de faire de la chaleur renouvelable. Alors pourquoi? Parce que, on dit parce que c'est bon pour la planète, ça on en parle tous les jours. Je ne vais pas vous refaire le film, mais c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt là-dessus, en disant on va faire une énergie qui, dans la mesure du possible, est renouvelable, qui va se renouveler. Alors dans le cas du bois, petite parenthèse, parce que j'ai souvent la question des étudiants qui me disent « Mais monsieur, le bois, quand ça brûle, ça émet du CO2 et ça réchauffe l'atmosphère. » C'est absolument vrai. Donc le bois émet du CO2. Simplement, on dit que l'équation de vie du cycle du bois n'émet pas de CO2. Pourquoi? Parce qu'on dit... Alors deux choses. La première, c'est qu'on récupère du bois qui est déjà coupé. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper un arbre pour le brûler. Donc le bois, à partir du moment où l'arbre est abattu, quoi qu'il en soit, tout ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui, soit ça resterait au sol, ça va pourrir, ça va méthaniser, donc ça va quand même dégager du gaz à effet de serre, ou ça va être brûlé ici, ça va brûler du CO2. L'intérêt derrière, c'est la gestion forestière, c'est-à-dire qu'une fois que la forêt est coupée, le but c'est de la replanter pour que l'exploitant fasse repousser son bois. Donc en fait, quand on fait l'équation du produit, en fait, le CO2 qui est émis lors de la combustion du bois, en toute logique, si la parcelle est replantée, il est réabsorbé par photosynthèse par l'arbre qui va grossir. Donc on estime, l'ADEME ou la réglementation estime que sur le cycle de vie du bois, donc un cycle de vie, alors selon les espèces, de 10 à 40 ans, on va dire, les émissions de CO2 qui ont été émises au moment de la combustion du bois est réabsorbée par la nature au niveau de la croissance des arbres. Donc sur une durée courte, on est sur une énergie renouvelable. Ce qui n'est pas le cas du pétrole, parce que certains me disent le pétrole c'est pareil. Je dis oui, vous avez raison. Le pétrole est une énergie renouvelable, le truc c'est que pour qu'elle se renouvelle, il faut juste 200 millions d'années. Le bois, il faut 30 ans. Voilà, donc l'écart, il est là, mais la philosophie reste la même. Par contre, ça émet bien du CO2, on est d'accord là-dessus. Oui. Ça émet aussi des particules polluantes que vous l'évoquez. Alors ça émet surtout de la poussière en fait. Ouais. Voilà, on a fait quelques tests. Alors la poussière est gérée ici alors pareil, encore une fois, sur les grosses installations, on a des filtrations qui vont bien. Et on a des sondes de mesure de poussière et d'émissions atmosphériques en temps réel, donc ça c'est suivi en temps réel. On fait tout ce qui est mesure de microparticules, on en fait ponctuellement. Donc alors ça dépend de la combustion. Les 2 dernières fois qu'on en a fait ici, on n'en a pas trouvé. L'année dernière, on a été attaqué, enfin c'est pas attaqué, mais on a eu des citations sur les réseaux sociaux, comme quoi la chaufferie émettait des microparticules, parce que alors, je ne sais plus quelle association avait mis... devant l'entrée du boulevard, en fait, avait mis un capteur, je ne sais pas comment ça s'appelle, un capteur à microparticules. Effectivement, ils en avaient trouvé pas mal, ce qui est vrai. Alors par contre, j'ai discuté avec les gens de l'agglo qui me disent bah oui, mais le problème c'est que ces capteurs-là, nous on en a partout sur l'agglo, puisqu'ils surveillent le trafic, et qu'en fait on retrouve le même taux partout. Donc en fait, ce qu'ils ont trouvé là, c'était principalement dû au trafic routier. Donc dit différemment, il n'y avait pas d'impact. Ce capteur-là n'en avait pas plus que celui qui était en centre-ville de Bayonne, auprès du boulevard, quoi. Donc on ne peut pas dire que la chaufferie aujourd'hui est dangereuse par rapport à ça. Par contre, ce qu'il faut vraiment vérifier, effectivement, c'est plus l'aspect de gêne respiratoire qui peut être dû à la poussière et au suie. Hein. Mais ça, pour ça, voilà, on a 2 filtres. On va en parler derrière, mais on a un filtre multicyclone et un électrofiltre. Donc aujourd'hui, la réglementation préfectorale nous donne autorisation à émettre, enfin, nous donne autorisation. Les seuils, on va dire les seuils légaux, sont de 50 microgrammes de poussière par normomètre cube d'air. C'est-à-dire sur un mètre cube d'air, en gros, on a le droit d'avoir 50 microgrammes de poussière. La chaufferie, aujourd'hui, en fonctionnement normal, on est entre 3 et 5. Donc on est à peu près 10 fois inférieur à la réglementation. Donc c'est pas très gênant. Par contre, c'est suivi et c'est filtré. Encore une fois, donc on revient sur les problématiques aujourd'hui de petites chaufferies. Voilà, si on fait des petites chaufferies bois, pour le coup, il n'y a pas de filtre. Donc là, alors je ne dis pas que c'est dangereux, hein, mais effectivement, du coup, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, une grosse installation centralisée et bien filtrée, bien surveillée va polluer moins, même si c'est pas sans que ce soit dangereux ce que je dis là, mais va moins émettre de produits toxiques ou nocifs que 10 petites chaufferies qui elles ne seront pas gérées ou ne seront pas filtrées. Et le traitement de ces polluants que vous récupérez, que ce soit de l'incinération d'air ou de... Aujourd'hui, on n'a pas de polluants avérés sur cette installation. Parce on est sur on a des classements ici, on est site installation ICPE, hein, installation classée pour l'environnement. On est une ICPE niveau A, donc titre A, c'est-à-dire qui est propre entre guillemets, de classe A. Alors pourquoi? Parce qu'on brûle du bois, lorsqu'on dit souvent on brûle du bois de forêt, c'est-à-dire qu'on brûle du bois qui est propre, hein, puisqu'il n'a pas été transformé. Si on avait choisi de brûler du bois de récupération par exemple, en récupération c'est des palettes, ça peut être des meubles cassés, du placo, etc. On va retrouver du bois avec potentiellement de la colle, avec potentiellement de la peinture,
des produits qui, eux, à la combustion, vont émettre des éléments polluants divers et variés. Du coup, si on brûlait ça, on ne serait pas ICPE classe A, on serait ICPE classe B, on serait classé incinérateur en fait. Donc un incinérateur, pour un incinérateur de Bénesse, lui peut brûler ce bois-là. Hein, si vous mettez à la poubelle, si vous avez un vieux meuble en panneau de particules, vous pouvez le casser, vous pouvez le mettre à la poubelle. Alors, il vaut mieux l'amener à la déchetterie, mais cela dit, vous pouvez le mettre à la poubelle, il va se retrouver à l'incinérateur. Donc là où ils sont incinérateurs, ils ont une chaîne de filtration chimique qui est pas la même. Donc ils récupèrent une partie de ces produits-là. Aujourd'hui, nous, on n'est pas censé avoir ce genre de problème puisqu'on brûle du bois propre. Enfin, du bois propre, du bois non traité, non peint. Alors on peut trouver des palettes ici, alors simplement pour votre information, on peut brûler de la palette. Alors, on a le droit de brûler la palette, on n'en brûle pas beaucoup pour d'autres raisons, on a le droit de brûler de la palette, hein. Donc palette c'est du bois recyclé. Par contre pour la même raison, on a le droit de brûler uniquement de la palette alimentaire ou pharmaceutique, parce que c'est des palettes qui ne sont pas traitées. Si vous travaillez dans le transport, si vous avez des palettes qui transportent des iPhones, je veux dire n'importe quoi, hein, qui viennent de Chine, la palette, le bois il peut être traité. Dans les normes européennes, le transport de produits alimentaires et pharmaceutiques demande des palettes qui ne sont pas traitées. Donc on ne trouvera pas du coup, même chose, on ne va pas retrouver de peinture ni de polluants potentiels. Alors par contre, on va trouver ça. Ça c'est des clous. Voilà. Alors ça fait du mâche-fer. Donc c'est pareil, le clou, l'acier forme plus ou moins hein, pendant la combustion. Donc après ça fait des plaques de métal. Bon, ça c'est pareil, hein, si vous avez visité l'incinérateur à Bénesse. Le Sitcom me disait qu'ils ont entre 25 et 30% de mâche-fer en sortie chaudière, ce qui est énorme. Hein, parce qu'effectivement ils brûlent le tout venant. Nous on en a, c'est épisodique. Et donc pour revenir à la question de base, on ne brûle pas de produits potentiellement polluants. Donc ce qu'il va falloir gérer, c'est les suies et la poussière. Alors je déroule un peu. Alors je vous dirais, par rapport à l'aspect financier, aujourd'hui il n'y a pas de gain financier sur une chaufferie bois. Bon, ça ne sert à rien de dire l'inverse. Alors pourquoi? Parce que c'est comme manger bio, ça coûte cher. C'est-à-dire que l'investissement est beaucoup plus cher au départ. En gros, une chaufferie bois, ça coûte 10 fois ou 20 fois plus qu'une chaufferie classique. Le bois coûte 2 fois moins cher. Mais quand vous regardez l'équation du produit, nous on l'amortit sur 25 ans. Donc quand on rentre les frais d'investissement dessus, en gros on ressort au même prix qu'une chaudière gaz. En gros, pour le client au final. Donc il n'y a pas de gain financier. Par contre, on est à l'abri des spéculations, je veux dire, du marché. C'est-à-dire que du bon an mal an, en gros, votre budget de fonctionnement, vous allez à peu près le connaître. Ça va ni monter ni descendre. C'est quand même intéressant. Surtout pour les acteurs publics, j'allais dire. Hein. Un privé, à la limite, peut s'adapter. Voilà, si vous prenez les bâtiments d'un collège, qui, lui, a son budget de fonctionnement, s'il est sûr que l'énergie ne va pas déraper, c'est quand même, ça lui donne une sécurité de gestion intéressante. Voilà. C'est quand même appréciable. Alors ça c'est vrai à l'instant T, hein, sur du long terme. Voilà, tout le monde dit que les énergies fossiles le coût des énergies fossiles devrait augmenter parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Après, on peut batailler pour savoir s'il en reste pour 50 ans, 100 ans ou 200 ans, mais quoi qu'il en soit, il n'y en aura plus pour très longtemps. Et ensuite, je vous disais, c'est bon pour nos emplois puisque pour le coup, ça crée du boulot. Alors pour nous, hein, parce qu'en gros, on dit souvent en plaisantant, nos techniciens le disent, hein, ils nous disent voilà, une chaudière gaz, tu la règles une fois par an, tu appuies sur le bouton et ça marche tout seul. Une chaufferie bois, non. Parce que ce qui fait qu'une chaudière marche bien, en gros, une chaudière gaz fonctionne bien si le réglage du brûleur il est bien fait. Le réglage du brûleur il va se faire par rapport à la qualité du combustible, donc à la qualité du gaz. Si on considère que le gaz il est à peu près constant en qualité, vous le faites une fois par an. Le bois, comme je disais, il change tous les jours. Tous les jours, il y a un camion qui arrive, tous les jours, c'est du bois différent, avec de l'humidité différente, hein, avec un produit qui est vivant. Donc en fait, tous les réglages de combustion, il faut les refaire tous les jours. En fait. Donc c'est vraiment un travail permanent. Il y a beaucoup de mécanique. Hein. Voilà, le bois, il faut le livrer, il faut le gratter, il faut l'entretenir, il faut le convoyer jusqu'à la chaudière. Donc il y a beaucoup de process mécaniques de transport. Qui dit mécanique dit risque de casse, voilà, tout simplement, hein, d'usure, de casse. Donc il y a beaucoup de maintenance sur une chaufferie bois. Donc ça crée du boulot. Donc c'est bien pour nous, j'allais dire, mais c'est bien pour tout le monde. Ça intéresse beaucoup les élus que vous êtes, hein, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'activité sur un bassin économique, on dit, voilà, si on sait que, si vous prenez les ratios ADEME, c'est 1 MW de puissance installée crée un emploi. Alors c'est pas un bonhomme tout seul, mais ça veut dire que sur la chaîne
du process. En gros, du forestier qui va arriver avec sa tronçonneuse ou son camion ou son tracteur pour couper l'arbre, jusqu'au technicien d'Alkea qui va nettoyer la chaufferie. Sur cette chaîne-là, 1 MW installé crée un emploi. Donc aujourd'hui, ce projet-ci, le projet de Bayonne, on peut considérer qu'il a créé 6 emplois sur le bassin économique local. Donc en l'occurrence, nous, on a embauché une personne, donc ça a créé un emploi chez Dalkia. Et ensuite, toute la filière bois, transport, etc. crée 5-6 emplois supplémentaires. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. C'est ce qu'on dit à nos clients. On dit, enfin voilà, même si on n'a pas aujourd'hui, hein, compte tenu du prix du gaz qui a beaucoup baissé, si aujourd'hui on n'a pas d'avantage financier à se chauffer au bois, comme je dis, si mon chauffage me coûte 1 000 € par an, je préfère donner 1 000 € au forestier d'Arbonne que donner 1 000 € à Gazprom en Russie. Ça me coûte pareil, mais au moins je sais que ça reste sur le tissu économique local. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est quand même assez vertueux. À quel moment ça devient pertinent de se positionner sur le bois je vois qu'il y a des personnes, excusez-moi messieurs, il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus âgées que moi, qui ont dû connaître ou qui connaissent Fernand Reynaud. Je veux dire, c'est comme le fût du canon. Alors pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, ça dépend quel est le temps que met le fût du canon pour refroidir, ça met un certain temps. J'allais dire, le bois c'est un peu pareil, ça dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que votre projet il est purement environnemental, lutter contre le réchauffement climatique, j'allais dire quel qu'en soit le coût, auquel cas il faut le faire tout de suite. Si vous avez une chaufferie au propane, au fioul ou autre, il faut le faire tout de suite, même si ça vous coûte 4 fois plus cher. Si votre but c'est de dire mais moi je veux que ça me coûte moins cher, que mon chauffage me coûte moins cher, alors là il faut réfléchir à ce que vous avez en face, hein, quelle est la référence actuelle. Est-ce que c'est du gaz naturel? Alors si vous vous battez, je reprends un terme commercial, hein, mais si vous vous battez, puisque encore une fois, là on a un service public de distribution de chaleur, c'est-à-dire que cette chaleur il faut arriver à la vendre. Pour la vendre il faut trouver des clients. Donc si vous trouvez aujourd'hui, si potentiellement les clients que vous avez sont chauffés au gaz naturel, ça veut dire que pour les convaincre, il va falloir que vous soyez à peu près au même prix que le gaz, voire un peu moins cher. Si vous leur dites ça va vous coûter, que c'est génial, mais ça va vous coûter 10 fois plus cher, voilà. Je l'ai testé, moi je suis surpris, hein, on a ici pas mal de clients, surtout dans les résidences, qui nous disent mais moi même à 10% plus cher, je ne prends pas. Après, c'est un choix philosophique, hein, mais voilà. Le biogaz? Alors, le biogaz, c'est encore autre chose, puisqu'en fait, le biogaz, c'est du gaz. Alors, vous rajoutez un process de transformation, c'est-à-dire que vous allez méthaniser, vous allez faire du biogaz. Donc, le biogaz, c'est très bien parce que c'est un gaz ENR. Donc, la problématique du biogaz, c'est qu'en proportion, vous en faites relativement peu. C'est-à-dire que pour faire tourner un outil comme ça au biogaz, il faut beaucoup de matière méthanisable derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, pareil, un flux entrant de produits pas alimentaires, mais de produits méthanisables importants et assez sûrs pour pouvoir faire tourner votre outil. Donc on revient sur une problématique de gestion d'amont, en fait, de qualification du plan d'approvisionnement. On n'est plus sur que du bois, parce qu'en l'occurrence du biogaz, vous pouvez en faire avec tout type de biomasse, mais vous revenez sur un plan d'approvisionnement de matière putréfactible possible et savoir si vous en avez assez pour tourner toute l'année ou pas. Alors, ça, il y a beaucoup ici dans les Landes, on a beaucoup d'industrie du canard par exemple. Dans les canards, les carcasses de canards, c'est quelque chose qui est méthanisable, on peut faire du biogaz avec. Nous, on a fait quelques études alors pour Bonduel par exemple, ou pour la Berry, pour vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, ils ne se sont pas lancés sur ces projets-là parce qu'on n'arrive pas à trouver de la matière entrante constante toute l'année pour pouvoir fonctionner sur ces projets. Donc on revient sur des problématiques de collecte de produits. Donc là, on est sur la collecte de déchets finalement industriels ou pré-industriels. Donc on revient sur cette problématique-là. Si cette question n'est pas un problème, c'est pertinent de le faire. Si cette question peut être un problème, ça veut dire que vous allez faire cet investissement-là, mais qu'il faut que vous ayez en tête qu'il va falloir une solution alternative ou un secours le jour où vous ne pourrez plus faire marcher la chaudière. Donc ça veut dire doubler l'investissement pour avoir une autre source d'énergie à côté. Donc on revient chaque fois sur des questions d'investissement, de coûts et de pérennité de la filière. Donc c'est là où, après, d'où ma réponse, ça dépend. Voilà. Du coup, si tout le monde se mettait à avoir une chaudière à bois, alors que jusque-là, c'était, si j'ai bien compris, quelque chose qui n'était pas utilisé, est-ce que du coup, il ne va pas y avoir, à un moment donné, il pourrait y avoir un risque de ne pas être
Oui. comme le biogaz, hein, de ne pas avoir suffisamment d'entrants pour faire marcher la machine. C'est une très bonne question. Et c'est une très bonne question, et c'est là où je reviens sur ce que je disais précédemment. Il faut mettre des chaufferies bois là où on a du bois, pas là où on n'en a pas. Si on regarde ici ce projet-là, on est sur la région Aquitaine, France. Hein. Donc quand on a fait notre projet en 2017, mais ça n'a pas dû beaucoup changer depuis, quand on a fait le projet avec l'ADEME de plan d'approvisionnement en bois, donc on a mesuré la quantité de bois qu'il nous fallait pour ici. Donc sur cette chaudière, on brûle à la grosse entre 7000 et 7500 tonnes par an. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Est-ce que je reprends mon exemple de Smurfit. Alors je vous parlais de la chaufferie, mais je vous parle de, prenez un papetier, parce qu'en fait ce qui utilise du bois, ça va être principalement l'industrie, le papetier et cartonnier, c'est ceux qui vont utiliser le plus de bois dans leur process. Est-ce que vous savez combien de bois consomme une papeterie? Il y en a 28 en France. Combien de bois par an consomme une papeterie pour faire de la pâte à papier, hein, je parle du process, de leur process à eux. Est-ce que vous avez une idée d'ordre de grandeur? Non? Alors les papeteries françaises, ils sont à peu près à 2 millions de tonnes par an. Une papeterie. Alors je vous dirais sur Smurfit, on est à peu près à 1 million de tonnes, puisqu'ils sont sur le carton. On a 500 000 tonnes en plus sur la partie chaufferie et production de vapeur, donc on est à 1,5 million à peu près de tonnes. Ici on est sur 7000 tonnes. Donc vous voyez déjà l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même. Quand on a fait le plan d'après-bois, on a calculé que cette chaufferie impactait à 0,4% de la ressource forestière aquitaine. Alors quand je dis Aquitaine, on est sorti un peu de notre fameux 100 km, hein, mais par rapport à la production à l'industrie forestière aquitaine, ici on jouait sur 0,4% du potentiel de la filière. Donc j'ai envie de dire, c'est l'épaisseur du trait. Par contre là où vous avez complètement raison, c'est que si du jour au lendemain, tout le monde se met au bois et que au bois, effectivement, arrive un moment où il n'y en aura plus. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant, on est encore sur une situation où l'Aquitaine est un excédent de production de bois énergie. Ce n'est pas le cas partout. Hein. Si vous prenez la Bretagne, par exemple, la Bretagne, il n'y a plus de ressources. Aujourd'hui, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de ressources au bois en Bretagne. Si vous faites si on imagine, alors il y a déjà des chaufferies bois en Bretagne, il y a déjà des réseaux de chaleur en Bretagne. Si aujourd'hui vous voulez créer un nouveau réseau de chaleur à Vannes, il va falloir aller chercher du bois plus loin. Donc là, la question peut se poser en termes d'impact environnemental. Mais voilà, ici pour l'instant, on n'en est pas là. Alors juste un petit mot sur les montages juridiques, hein, puisqu'on parlait de chaufferie bois. Donc en gros, aujourd'hui on a trois solutions pour vous élus, hein, si vous souhaitez vous lancer dans ce projet de réseau de chauffage urbain. La première, c'est la délégation de service public, c'est ce qu'on a fait ici. En fait, on groupe en un seul appel d'offres, finalement une seule consultation, la conception, la réalisation et l'exploitation de l'outil sur une certaine durée qui dépend de l'amortissement de l'outil. Vous déléguez complètement le service, c'est-à-dire vous créez une société de gestion, enfin soit vous déléguez au privé une société de gestion complète du service. Vous pouvez faire porter le financement au délégataire, ce qui est le cas ici. Ici, c'est Dalkia a fait le financement du projet. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez ce qu'on appelait avant les affermages, où c'est la collectivité qui va investir et ensuite vous le donnez à gestion à une société privée. Donc mais ça reste une délégation de service public mais sans investissement du privé, mais vous pouvez faire porter le financement. Et alors, par contre, c'est souvent précédé d'une étude de faisabilité, forcément. Donc ça, c'est en général la collectivité qui le fait pour valider s'il y a un sujet ou pas. Vous avez ensuite les anciens, ce qu'on appelait les CREM, les marchés de conception, réalisation, exploitation, maintenance à l'époque, qui aujourd'hui sont les MPGP, marché public global de performance. Donc là, ça équivaut à grouper en une seule consultation un marché travaux, c'est-à-dire la construction de l'outil, et un marché de maintenance derrière. Donc en fait, par contre, l'autorité délégante, qui reste la collectivité, finance l'installation et c'est elle qui reste garante du service. En fait, c'est elle qui distribue sa chaleur. C'est pas le privé ne fait que la maintenance d'installation. Et ensuite, vous avez la phase la plus simple, c'est la consultation de travaux, en fait, où vous lancez une consultation pour créer la chaufferie, pour financer votre chaufferie. Et ensuite, vous gérez complètement la partie réseau avec vos équipes en régie, ou vous créez une SEM, enfin, vous êtes complètement autonome sur la partie projet. Donc si on dit ça rapidement, pour vous donner quelques ordres d'idées, alors ça c'est l'étude FEDEN actuelle, donc alors les derniers chiffres sont de 2018, mais si on regarde le nombre de réseaux en France, si on regarde la partie délégation de services publics, donc c'est la partie verte, on a en gros un gros tiers des réseaux qui sont aujourd'hui lancés en DSP, qui correspondent aux gros projets, en fait, aux gros outils. Ensuite, on va retrouver une partie qui correspond donc au CREM ou MPGP, donc marché public avec ou sans contrat d'exploitation.
Et ensuite, on va retrouver la moitié, un peu moins, à peu près la moitié, qui sont tout ce qui est public, donc soit en régie, donc avec financement public et exploitation publique, ou purement des réseaux privés, ça existe, des petits réseaux privés, ça peut exister. Donc en nombre de réseaux, c'est à peu près la moitié. Par contre, on va se retrouver sur des petits réseaux souvent. Si on regarde la même chose derrière en énergie livrée, c'est-à-dire en quantité de chaleur produite, vous voyez que la solution délégation de service public, le vert, on est aux 3/4 du total français, c'est-à-dire qu'en gros, en nombre de réseaux, c'est à peu près un tiers des réseaux en nombre, mais c'est les 3/4 des réseaux en termes de taille qui sont aujourd'hui gérés en délégation de service public. Et sur des petits projets, on va pouvoir passer effectivement sur des projets plus simples. Je passe rapidement à quelques chiffres, mais voilà, sur les réseaux de chaleur en France, vous voyez, on n'est pas si nul que ça, je vous disais, il y en a quand même. Alors c'est surtout les pays du Nord et de l'Est qui ont développé des réseaux, mais la France aujourd'hui, on est quasiment à 30, un peu moins autour de 28 gigawattheures de chaleur. Et dans la région, là, à part Bayonne, qu'est-ce qu'on a comme autre... Donc en France, en 2000, alors ça c'est les chiffres 2018, il y avait 761 réseaux. Vous voyez que la région Aquitaine est assez pauvre, si on regarde tout le reste. Alors pour deux raisons. Vous n'y êtes même pas d'ailleurs. Non, c'était les chiffres c'est l'enquête de 2018, comme celui-ci a été mis en service en 2000, en fait c'est la procédure administrative. Là, il a été mis en service en 2017, donc on l'a déclaré en 2018, donc il n'était pas encore dans les chiffres 2018. Donc Bayonne effectivement n'y est pas encore. Mais si on regarde le sud-ouest, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est dû à deux choses, c'est qu'on est dans une région où il ne fait pas froid. Donc encore une fois en termes d'investissement, mais en gros, plus vous vendez de chaleur, plus c'est rentable, vite. Donc plus ça s'amortit vite. Donc c'est une région où on ne vend pas beaucoup de chaleur parce qu'il ne fait pas froid. Et c'est une région historiquement où on a du gaz qui n'est pas cher. Donc ça veut dire qu'encore une fois dans la partie commercialisation dont on parlait tout à l'heure, pour arriver à se placer, pour arriver à figer l'équation économique, c'est plus difficile que dans l'est de la France, où il va faire très froid et où le gaz sera plus cher. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore beaucoup, alors ça se développe de plus en plus, mais on n'est pas la région la plus impactée pour ça. Il y a quelques réseaux froids, je vous montrerai là, sur le slide à côté. Moi je passe rapidement sur les réseaux. Aujourd'hui, on est à peu près un quart des réseaux français qui sont à la biomasse, pour en parler. Les autres restent encore. Alors les unités d'incinération d'ordures ménagères, c'est important aussi. Donc, en gros, un quart des réseaux qui est fait sur des unités de traitement des déchets. Un quart sur le bois, donc ça fait à peu près la moitié aujourd'hui des réseaux urbains français. Le reste, on retrouve principalement du gaz, un peu de charbon qui reste encore, mais ça va disparaître. En fait, le charbon est remplacé de plus en plus par le bois. Je passe rapidement sur ces celles-là où le prix les émissions. Alors le contenu CO2 des réseaux a baissé de plus en plus. Tous les réseaux qui sortent aujourd'hui sont des réseaux énergie renouvelable. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on faisait un réseau de chauffage. On mettait du fioul, on mettait ce qu'on voulait. Donc on avait des émissions de CO2 importantes. Aujourd'hui, tous les nouveaux réseaux sortent en énergie renouvelable, donc forcément la moyenne diminue. Ouais, ça c'est au nu. Alors pour revenir sur les consommations de chauffage en France, aujourd'hui le bois c'est 25% des consommations françaises d'énergie. En gros le premier combustible français c'est la bûche de 50, pour faire simple, que vous mettez dans votre insert ou dans votre cheminée. Donc qui se développe en plus avec les réseaux urbains. Mais le bois reste, alors ça c'est pas dans les... on ne s'en rend pas compte comme ça, mais le bois reste un combustible important sur la partie chauffage en France. Vous avez aujourd'hui un thème qui est la loi ce qu'on appelle issu du Grenelle de l'environnement, la LTE-CV, la loi de transition énergétique et de la croissance verte, qui impose 4 objectifs, dont 3 sont liés et 3 qui sont aidés par les projets bois. C'est celui de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc forcément le CO2, donc voilà. Diminuer les énergies fossiles, alors les deux se rejoignent encore une fois. Et augmenter les énergies renouvelables. Donc ces trois-là, vous comprenez qu'ils sont assez liés, puisque si on diminue les énergies fossiles, on va augmenter les ENR, donc on va émettre moins de gaz à effet de serre. Un projet comme celui-ci concourt à 3 des objectifs du Grenelle. Le dernier, c'est réduire la consommation d'énergie, ça n'impacte pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients qui consommaient 1 gigawattheure de gaz, aujourd'hui ils consomment 1 gigawattheure de bois, mais ils consomment toujours la même énergie. Si on veut baisser l'énergie consommée, il faut isoler les bâtiments, il faut se chauffer moins, enfin, il faut réfléchir à autre chose. Alors le bouquet des énergies ENR, pour en parler rapidement, ça rejoint un peu votre question qui existe en ENR. Là on parle de biomasse, ça peut être de la géothermie, du cogé, de la cogénération, du solaire, de la méthanisation, comme vous disiez, ou les usines d'incinération.
Alors je passe rapidement, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Voilà, on peut mailler les deux. Là on a une unité nous à Châteaubriand, en Loire-Atlantique, qui maille une chaufferie bois avec du solaire. Le Grand Poitiers fait une extension de son réseau de chauffage avec une chaufferie paille. Pourquoi? Parce que là-bas ils ont de la paille, hein. Ça fait partie des régions céréalières. Donc ils ont de la paille. Donc encore une fois, quand on réfléchit biomasse, il faut voir qu'est-ce qu'on a localement. Donc ça peut être de la paille. Donc 4,5 MWh de paille, donc c'est pas donc 6000 tonnes de paille, donc oui, ça fait quand même du volume. Dans le nord de la France, à Béthune, on a une chaufferie qui est au gaz de houille. Le gaz de houille, c'est le grisou, ce qu'on appelle le grisou, donc les gaz de mine. Donc c'est du méthane en gros, c'est un dérivé du méthane. Donc on va pomper dans les mines en fait et qu'on va brûler, donc c'est un biogaz aussi. Donc vous voyez, on s'adapte vraiment à ce qui existe localement. Charleville-Mézières, là il y a une grosse usine Peugeot à côté. Donc Peugeot, pour fabriquer les voitures, il compresse de l'acier, donc il dépense beaucoup d'énergie. Donc en fait, on va récupérer un échangeur donc de 500 kW sur les sorties de chaleur fatale, ce qu'on appelle la chaleur fatale de l'usine. Donc en fait, on va chauffer le réseau urbain avec la chaleur qui est perdue par l'usine Peugeot. Donc ça aussi, c'est des énergies quelque part renouvelables. Ça peut être de la géothermie, au classique, voilà, comme j'ai chez moi avec un forage sur nappe. Ça peut être, alors voilà des exemples, Arcachon par exemple, c'est un petit réseau géothermique sur le lycée. Bon, je passe rapidement sur la partie technique. Ça peut être de la géothermie profonde, alors ça c'est plus rare, on en a en France, en Guadeloupe, là, mais ça produit de l'élec. En Alsace, ça peut être de la géothermie avec injection d'eau chaude sous roche. Voilà, c'est vraiment des projets qui sont beaucoup plus complexes. Et après, ça peut rester tout bête. Aujourd'hui, l'Islande est 100% autonome en énergie, parce que l'Islande, c'est une île volcanique, donc ils se chauffent gratuitement à l'énergie des volcans. Ou les Philippines, on n'y pense pas souvent, mais les Philippines, aujourd'hui, 38% de la production électrique, c'est de l'ENR. C'est de l'énergie vapeur issue des volcans. Alors, on commence à parler de plus en plus de thalassothermie, ici dans le coin. Alors, dans le coin partout, donc c'est l'énergie de la mer. Donc on a... sur Biarritz, par exemple, le casino de Biarritz est chauffé avec de la thalassothermie, c'est une pompe à chaleur sur eau de mer. Donc ça c'est pareil, à partir du moment où il y a de la pompe à chaleur, c'est considéré comme de l'ENR. Pour vous faire rêver un peu, c'est le Marriott de Motu à Bora Bora, donc il fait toute sa clim avec un forage, voilà. Si vous y allez aujourd'hui pour les vacances, enfin un jour pour les vacances, voilà. En fait il pompe de l'eau à 7000 mètres de fond, donc il y a de l'eau froide, il s'en sert pour climatiser l'hôtel. Voilà, je passe rapidement. Et après, alors là où je vous ai parlé de gros projets, on peut faire des petits projets. Vous voyez des exemples d'Alkia sur une commune de 3500 habitants à Jonzac, à Sornac 800 habitants. On a un réseau Saint-Jean-Pied-de-Port pas très loin, 1500 habitants. Mésos, alors qu'on n'a plus, qui est un réseau qui a été réalisé par la ville, mais 800 habitants, donc ils ont fait leur chaufferie, leur petite chaufferie bois, leur petit réseau. Voilà quelques images, ça c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc vous voyez une chaufferie, ça peut être, voilà. Vous voyez le quai de livraison, c'est ici, vous voyez la taille humaine, donc on est vraiment sur des projets beaucoup plus simples. Je passe rapidement, ça c'est les petites chaudières. Ça c'est la benne à cendres, ouais, c'est une poubelle. Là on est sur Étré à La Rochelle, donc là Étré à La Rochelle c'est un bailleur social qui investit pour son parc de logement social à côté. Donc vous voyez, ça c'est la chaufferie habillée avec un bardage bois. Là on est sur un quai de livraison, vous voyez, qui est enterré en sous-sol. Et ça chauffe ces immeubles de logement qui sont derrière. Donc c'est un réseau privé. Là on est sur Sornac, c'est pareil. Sornac c'est la fondation Jacques Chirac, qui est notre client, qui a investi, alors qu'il y a 2 sites de logements handicapés en fait. Une masse et 2 ESAT. Donc ils sont chauffés par une chaufferie bois centralisée. C'est en Corrèze. Et là je vous dévoile un projet qu'on est en train de faire en ce moment, c'est la ville de Lambeille, donc toute petite commune au nord de Pau. Donc voilà, ça c'est l'offre qu'on a déposée la semaine dernière. Vous voyez, la chaufferie c'est un bâtiment qui fait la taille de cette salle. Et ça peut être quelque chose de tout simple, avec qui serait sur le parking ici d'ancienne conserverie de foie gras. Vous voyez, je vous ai fait peur, je vous ai montré des gros projets au départ. On peut aussi imaginer des projets qui soient beaucoup plus petits ou à taille humaine. Et la chaufferie de Mésos, alors, qui a été faite par la commune de Mésos, voilà, c'est un Algeco en fait, la chaufferie, tout simplement. C'est une chaudière de 70 kg, voilà, ça peut être aussi tout petit. Voilà. Vous avez Pontinx-les-Forges récemment qui a lancé un projet aussi, pareil, en solution marché. En fait, ils ont lancé Combien d'habitats par exemple, à peu près? Mésos, il y a 800 habitants et là ça chauffe, en fait, là, ça chauffe la salle des fêtes, le presbytère, la poste et la mairie. Donc ça reste un tout petit, oui, c'est plutôt équipement public. Donc là c'est la ville qui a investi. Encore une fois, voilà, chacun
Donc voilà, projet de la ville de Bayonne. Donc ça c'est une présentation qu'on avait faite aux Assises de l'énergie il y a 3 ans, avec Madame Bizotta et Marc Wittenberg, si vous les connaissez sûrement. Dans la ville de Bayonne, voilà, c'était un vieux projet, ça faisait partie de l'agenda 21 de la ville en 2012. Donc ils voulaient mettre en place un réseau de chauffage biomasse pour le plus grand nombre de Bayonnais, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc juste quelques grandes lignes. Donc la décision préalable dans la ville. Donc la ville a lancé une étude de faisabilité pour savoir quelle était la pertinence de faire ce projet-là. Donc ça a été validé. Donc ils ont choisi un bureau d'études, conseil qui les a aidés à monter la consultation et suivre le dossier de délégation de service public. Et ils ont choisi donc une solution de délégation de service public puisque la ville ne voulait pas investir sur ce projet-là. C'était les critères de départ. Donc pour vous donner, alors du coup là on est sur des projets plus gros, plus complexes, qui prennent plus de temps. Pour donner un ordre d'idée, la décision du préalable c'était en juillet 2012, vous voyez, approbation de principe en juillet 2012. La consultation a été lancée fin 2012, le temps que le bureau d'études soit choisi, qui rédige le marché, qui consulte. Donc en décembre 2012, ils ont fait le choix de 4 sociétés, donc ils ont choisi 4 candidats dans la liste des candidats et ensuite a débuté le dialogue compétitif en fait, sur ce projet-là. On a été attributaire en 2013, donc mi-2013 à peu près. Enfin non, les offres finales ont été déposées mi-2013, donc vous voyez, c'est quasiment 9 mois de discussion. Et on a été attributaire en fin d'année. Donc ça a pris, en gros, ça a quasiment pris 2 ans. Alors, ça n'a pas été le plus rapide, mais ça a pris quasiment 2 ans. Et ensuite, il ne s'est rien passé, parce qu'en fait, ils ont changé d'avis sur l'endroit où ils voulaient mettre la chaufferie. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire si vous lancez un projet, vous voyez où est-ce que vous pouvez le mettre. Est-ce que le terrain appartient à la collectivité? Est-ce qu'il est sur le domaine public ou pas? Voilà, c'est des questions toutes bêtes, mais qu'il faut se poser. Donc là, en l'occurrence, la ville a changé d'avis. Donc ils ont changé l'emplacement du terrain, alors que le terrain qui n'était pas fait pour ça, donc ça a entraîné modification du PLU, consultation publique, etc. Donc ça a pris encore une fois du temps pour arriver à ce projet-là. Alors je passe rapidement, ça c'est des redites par rapport à ce qu'on disait. Donc une chaudière biomasse, 5 mégas, une chaudière gaz à point de secours, ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, si on avait voulu faire du secours au bois, c'était une chaudière bois, ça coûte cher, ça prend de la place. Donc en général, le secours il est fait avec du classique. On est sur 7 km et demi de réseau. On a 39 sous-stations et un réseau de fibre optique puisque le réseau est intégralement télégéré. Dans les abonnés, on est principalement ici sur du logement, sur le secteur, donc principalement du logement social. Donc 225 000 m² aujourd'hui de logement et je vous disais à peu près 3 000 logements aujourd'hui. Donc si on regarde en graphe le poids des abonnés, on a donc Habitat Sud-Atlantique qui est le bailleur social, donc qui fait quasiment la moitié des besoins. D'autres copros un quart, donc on a les 3 quarts qui sont vraiment sur du logement. Et ensuite on a les bâtiments publics, ville de Bayonne à peu près 13 à 15% des besoins. On va retrouver la clinique de Caradoc, on va retrouver les lycées, le collège, etc., les gymnases. Le réseau, on en a parlé tout à l'heure. Quelques éléments financiers, donc on est sur 9 millions d'euros d'investissement, à peu près 4 millions, un petit peu moins au final, mais à peu près 4 millions de financement public. Il faut compter les fonds ADEME, ce qu'ils appellent les fonds chaleur, il faut compter 40 à 45% de subventions sur des projets. Aujourd'hui, la moyenne c'est 40-45%. Et une dimension pour activer le fonds chaleur? Oui, il faut être supérieur à 1000 TEP, effectivement, 1000 tonnes équivalent de pétrole d'énergie consommée, oui. Après, si vous êtes en dessous de ça, voilà, après c'est la discussion avec l'ADEME de gré à gré, j'allais dire, pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Juste un graphe, voilà, c'est un graphe sur le coût de l'énergie. Là, on voit le prix du gaz en bas, depuis 2013, depuis le début du projet. Donc on voit que le prix du bois, sur la même période, il est resté fort stable. Le prix du gaz, voilà, il peut bouger beaucoup. Donc là, il avait pas mal baissé, là, il a remonté récemment. Voilà. Donc ça, on n'a pas ce genre de... Aujourd'hui, ça coûte pareil, mais en tout cas, on est resté stable depuis. Excusez-moi, je comprends pas le montage alors pour la ville de Bayonne. Donc la ville de Bayonne n'a investi, elle a investi quoi, le terrain. Terrain. Même pas, on loue le terrain. Même pas, vous le louez. On loue le terrain. Donc on paye 25 000 € par an de mise à disposition des terrains. D'accord. Dans la ville de Bayonne n'a rien investi en fait. Enfin, ils ont investi les honoraires du bureau d'études. Au départ, voilà, l'étude de faisabilité, jusqu'au moment où c'est la première il a question que nous a posée M. posée Wittenberg à l'époque, qui n'était pas encore DGS de la ville. Il nous a dit mais combien ça va nous coûter? Il m'a dit rien. Mais si, moi le bus, une DSP avec Prenez Chrono Plus, moi une DSP de bus ça me coûte des sous, parce que tous les ans je finance une partie du ticket de transport.
Et on a dit, bah oui, on a dit, si vous souhaitez financer une partie du coût de la chaleur, vous avez le droit de payer. Mais après, si vous souhaitez payer zéro, ben à ce moment-là, Dalkia apporte la totalité de l'investissement. Par contre, voilà, on n'est pas une société à but non lucratif, donc nous, on se rémunère aussi. Donc cet investissement-là, en fait, il faut bien qu'on le facture à quelqu'un. Donc si on ne le facture pas à la collectivité, on le facture aux abonnés, on le facture aux clients. Donc ça fait partie de l'abonnement, en fait, quand vous raccordez au réseau, quand vous payez votre abonnement. Alors c'est ce que je mets là. Ça, c'est le coût de l'abonnement. En fait, de l'abonnement qui a un prix au kilowatt. Aujourd'hui, on est à 65 € du kilowatt souscrit. C'est en fonction de la puissance dont vous avez besoin. Plus vous avez besoin de puissance, plus vous payez cher. Mais si on regarde la structure de prix, vous avez à peu près quasiment 40% de l'abonnement qui sont les frais d'amortissement et de financement du réseau. C'est-à-dire que si la ville avait payé ce prix-là, le prix de la chaleur, le prix de l'abonnement aurait coûté moitié moins aux abonnés. Et après, c'est le choix économique qui se fait. Mais aujourd'hui, un abonnement par rapport à ce que payait l'abonné il y a quelques années en arrière, pas avec ce système-là, il est équivalent, vous dites? Ah non, il est beaucoup plus cher. Il est beaucoup plus cher? Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la structure tarifaire n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que par rapport à aujourd'hui, une chaufferie qui est un immeuble qui tourne au gaz, en gros, il a un petit abonnement et il paye du gaz très cher. Avec du bois, vous avez un gros abonnement, mais vous payez peu de bois. Par contre, quand vous faites la somme des deux, c'est à peu près pareil. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'avais compris. Mais la structure tarifaire n'est pas du tout la même en fait. Et le poste chauffage pour une famille n'a C'est pas augmenté. ouais, c'est le même. N'a pas augmenté de- Aujourd'hui, hein, après ça dépend du prix du gaz. Donc si le gaz augmente, ça, voilà. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'à 4 centimes 6, c'est le prix d'équilibre en fait. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, ça coûte pareil. Si le gaz est un peu plus cher, c'est légèrement moins cher au bois. En gros, aujourd'hui, ça coûte légèrement moins cher au bois. En 2017, ça coûtait plus cher au bois. Ça coûtait moins cher au gaz. Ça dépend de quoi on se compare en fait. Voilà, on est sur un prix qui reste très stable, puisqu'en fait, voilà, si on reprend cette structure-là, du prix tarifaire d'abonnement, en gros, vous avez la moitié pour faire simple, la moitié du prix qui augmente de 1% par an. Les indices INSEE, c'est à peu près ça. Donc ça reste quand même très flat. Voilà. Et le bois, pareil, hein, donc ça c'est l'abonnement. Et sur la partie énergie, c'est le prix du bois. Donc comme on disait tout à l'heure, le prix du bois, il oscille un peu, mais bon, ça reste quand même assez stable. Donc encore une fois, il n'y a pas de. Aujourd'hui, par rapport si on se compare à du gaz, il n'y a pas de gain financier global. Par contre, on a une stabilité tarifaire qui est indéniable, effectivement. Et le prix, par contre, après, il peut être, voilà, c'est là où on peut, cette partie-là, investissement, en gros, là, sur ce projet de DSP Bayonne, c'est le délégataire qui le porte, donc c'est nous. Après, la ville aurait pu dire, ben, je lance un affermage, c'est-à-dire je paye l'investissement et vous ne facturez que le service. Donc en gros, ben, cette dimension-là disparaît, mais il faut qu'à un moment, la collectivité finance. Ils auraient pu dire, ben, on porte 20% du projet et puis le reste, c'est vous qui le portez. Donc ça, tout est adaptable, en fait. On a ici les ordinateurs qui supervisent le réseau. Donc le premier qui est la partie supervision de la chaudière à proprement parler. Donc là on va retrouver le schéma en réel de la chaudière. Donc on voit le feu qui brûle. On voit le bois qui passe sous nos pieds, qui arrive ici dans le col de cygne et qui rentre dans le foyer. Donc vous voyez en ce moment on a une température foyer à 827 degrés, 738 degrés sur l'apport d'air neuf. La consigne de température, on a une consigne départ réseau à 96 degrés. Et on part en ce moment à 94 degrés réseau et on revient à 90 degrés. Donc vous voyez, il y a 4 degrés de perte de température entre le départ et les 7 km. Donc quasiment pas de perte thermique. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de besoin de chaleur en fait en ce moment. C'est-à-dire le chauffage est quasiment arrêté partout. Donc voilà. Donc le réseau tourne que pour les besoins d'eau chaude sanitaire. On va retrouver ici la partie supervision du réseau. Donc là on est relié en fibre optique partout. Donc ça veut dire si on clique sur une sous-station, n'importe laquelle. Voilà, vous voyez, en une seconde, en gros, j'ai les infos qui me remontent, j'ai mes degrés d'ouverture de besoin de chaleur. Donc là, j'arrive à cette sous-station, en l'occurrence, qui est en fond de réseau. J'arrive à 85 degrés, je repars à 75, j'ai 10% de demande, qui est le besoin de la production d'eau chaude sanitaire. Et donc ici, on regarde les températures de départ et de retour. Donc là, ça permet de superviser de ce côté-là les sous-stations, de l'autre côté la chaufferie. On est en fibre optique, un réseau dédié en fibre optique, c'est-à-dire que toutes les informations remontent directement ici au PC de supervision. Tout est rebasculé sur notre PC de centralisation à Toulouse. Donc on a comme les équipes EDF, en fait, c'est un PC où on a des ingénieurs qui sont derrière leurs écrans, en gros, qui surveillent les grosses installations.
Donc s'il y a des alarmes techniques ou des problèmes de fonctionnement, on reçoit une alarme ici, on reçoit une alarme sur le PC de supervision à Toulouse et on reçoit une alarme sur les portables des techniciens. Donc le réseau il est télégéré, j'allais dire en temps réel. Nos techniciens peuvent prendre la main à distance sur leur tablette. Les techniciens à Toulouse peuvent prendre la main aussi à distance. S'il y a un problème, je dis n'importe quoi, une pompe qui disjoncte par exemple, ils peuvent à distance basculer sur la pompe de secours et ensuite appeler le technicien en disant hop, je viens de te basculer une pompe, il faut que tu ailles voir, il y a un problème électrique. Donc je vous disais tout à l'heure, sur le ton de la boutade, je disais c'est un four à pizza, donc la chaudière en elle-même c'est pas technologique, par contre voilà, tout ce qui va derrière en termes de régulation de suivi, là on est quand même sur quelque chose d'assez pointu. Vous retrouvez ici deux schémas là, de ballons. Alors ça c'est les cuves d'hydroaccumulation qu'on va aller voir qui sont derrière. Donc c'est 2 fois 150 m3, donc 300 m3 d'eau, ici sur ces ballons là, qui sont de la réserve thermique en fait. Puisqu'une chaufferie bois, contrairement à une chaufferie gaz aujourd'hui ou un chauffage électrique qui va s'arrêter quand le thermostat arrive en température, une chaufferie bois fonctionne tout le temps. Aujourd'hui si vous dites j'ai plus besoin de chaleur, vous n'allez pas éteindre le bois. Le bois il est là, il brûle, alors ce qu'on fait c'est qu'on va ralentir l'alimentation du foyer, mais ça dit on n'éteint pas le foyer, donc ça continue à produire de la chaleur. Donc cette chaleur il faut l'éliminer. Donc on a 2 grosses cuves d'eau derrière qui servent justement à stocker cette chaleur là. Et ça nous sert aussi à éviter les pics de demande. C'est-à-dire que si on a un pic, alors le cas classique c'est en hiver, le matin et le soir quand les gens rentrent chez eux, enfin le matin quand ils se lèvent et le soir quand ils rentrent, où ils se douchent, où il y a une grosse consommation d'eau chaude, ça crée un appel de puissance important. Cet appel de puissance, la chaudière bois de la même manière ne va pas savoir le gérer. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire en 2 secondes, elle ne peut pas augmenter sa puissance appelée. Parce que si on veut produire plus avec une chaufferie bois, il faut appuyer sur plus. Entre le moment où on appuie, ça va accélérer les échelles, qui vont accélérer le convoyeur, qui va accélérer le bois, qui va commencer à brûler. Donc, en gros, entre le moment où on dit on veut plus et le moment où on a plus, il se passe 2 heures. Donc ça veut dire que ces pics-là, soit on les traite au gaz, avec la solution de la pointe de secours. C'est-à-dire que le gaz, quand le bois ne suffit plus, la chaudière gaz, elle s'allume, ça s'allume tout de suite. Soit on les traite avec cette réserve thermique qui nous permet justement d'avoir à peu près 2 MW de puissance stockée. Et donc quand le bois ne suffit plus à chauffer le réseau, on déstocke cette eau chaude qui est stockée à 95-98 degrés pour continuer à alimenter le réseau sans avoir besoin d'appeler le gaz. Les cheminées qui sont au-dessus de nous, donc vous voyez un fonctionnement normal, ça ne fume pas. Si jamais vous passez sur le boulevard et que vous voyez de la fumée, c'est qu'on est en train de soit qu'on a eu un problème technique, soit qu'on est en train de rallumer la chaudière. Pourquoi? Parce qu'en fait le système de filtration, je vous disais tout à l'heure, on va aller voir les filtres, mais on a 2 filtres. Un filtre multicyclone, alors comme son nom l'indique, qui est un filtre cyclonique, comme je prends toujours l'exemple des aspirateurs Dyson, vous voyez, ça tourne et les particules les plus lourdes tombent au milieu, comme un cyclone normal. Donc ça va récupérer les grosses suies. Et ensuite on a un électrofiltre. Un électrofiltre, ce sont 2 électroaimants. Parce qu'en fait les particules de suie et de poussière qui sortent du foyer ont une charge électrique en fait. Ils n'ont pas une charge neutre, ils ont une charge électrique. Donc en fait ces 2 électroaimants vont coller toutes les poussières qui sortent du foyer. Donc en fonctionnement normal, on a ce que je disais tout à l'heure, une pollution qui est infinitésimale, qui est vraiment très très faible par rapport à ça. Par contre, l'inconvénient d'un électroaimant, c'est que ça filtre tout, j'allais dire, ça attrape tout, sauf quand vous avez un gros appel de suie ou de poussière, quand on rallume, parce que quand on rallume le foyer, la combustion n'est pas complète. Donc si la combustion n'est pas complète, ça fait beaucoup de poussière. Et à ce moment-là, vous le comprenez vite, l'électroaimant, l'aimant, il est rapidement colmaté par toute cette poussière. Donc il n'arrive pas à tout bloquer. Donc il laisse passer, le temps que le foyer monte en température, il va laisser passer un peu de poussière. Donc ça dure à peu près une demi-heure. Juste, je voulais faire un stop ici sur. Alors ça, c'est une sous-station. C'est ce que vous avez dans les immeubles en fait. C'est ça qui sert à chauffer, c'est ça qui remplace les chaudières. Alors ici, on comprend peut-être pas trop le système, mais voilà, si on prend la photo d'une vraie sous-station ici, on avait avant 3 grosses chaudières. Celle-là, c'est 3 fois 400 kW, je crois. Bon, la première était inutilisée. Vous voyez qu'on a enlevé le brûleur, là, le trou qui est devant, ça c'est les anciens brûleurs gaz. Donc cette chaudière n'était plus utilisée, mais en gros il y avait 2 autres chaudières qui chauffaient la copropriété. Donc les chaudières ont été remplacées par ce module d'échange, cet échangeur à plaque. Et donc la puissance de la chaufferie dépend de la puissance de l'échangeur ici. Alors ici sur cette installation, c'est une vraie sous-station, puisque c'est celle qui chauffe ici les locaux. Donc on va retrouver 2 échangeurs que vous voyez ici, qui sont les boîtes en alu, on va dire, simples. Alors l'échangeur à plaques, c'est des plaques, alors je ne sais pas si ça vous parle à tout le monde, l'échangeur à plaques, c'est des plaques en fait inox en fait qui sont comme un millefeuille. Vous avez un côté c'est le réseau de la plaque, l'autre côté c'est l'eau du privative, etc. Donc ça alterne. Et donc le réseau chauffe par contact l'eau du réseau privé
qui est à l'intérieur des plaques, une plaque sur deux en fait. Donc vous allez comprendre rapidement, plus on met de plaques et plus les plaques sont grosses, plus on a de surface d'échange et donc plus on a de puissance. Donc vous voyez ici sur la photo, on a quand même, alors j'allais dire un gros échangeur, mais qui fait à peu près 1 mètre de haut par 30 cm de large on va dire. Ici vous voyez, on est vraiment sur 2 petits échangeurs tout petits, hein, parce qu'on les voit à droite. Donc c'est ça qu'on va installer, c'est ça qui remplace la chaudière. Pardon. Ensuite on va retrouver les pompes, ici c'est les pompes du secondaire, puisque de la chaufferie toutes les pompes partent depuis la chaufferie. Et on va retrouver le compteur qui est dessous en fait, donc qui est un compteur d'énergie, puisque nous en tant que délégataire de service public, on est un service public de distribution de chaleur, donc on vend de la chaleur. Hein, alors c'est pas, donc on a, alors, comme toutes les énergies, hein, si je reprends l'exemple du gaz, parce que ça tout le monde comprend, vous avez un abonnement et un compteur gaz. Là, c'est la même chose, vous avez un abonnement et c'est un compteur d'énergie, donc c'est un compteur thermique, c'est pas un compteur gaz. Donc pareil au compteur, donc on va calculer les mégawatts ou les kilowatts qui sont consommés en chaleur par l'abonné et donc on lui facture cette énergie-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le coût de l'énergie aujourd'hui est à peu près à moitié moindre que toujours par rapport au gaz, puisque si on était sur une zone où on avait des abonnés au gaz, donc le coût de l'énergie est à peu près à moitié prix que le gaz, pour faire simple. L'abonnement est 3 fois plus cher. Donc quand on fait encore une fois l'équation économique, on retombe à peu près aujourd'hui sur les mêmes eaux. Donc on a derrière ici, alors je ne sais pas si vous voyez, on a une armoire électrique donc, qui est dédiée à chaque chaufferie. Chaque armoire est équipée d'une borne Wi-Fi. Donc on a un réseau privé de Wi-Fi sur toutes nos installations. Et les bornes Wi-Fi sont reliées ensuite, tous les automates sont reliés en fibre optique. Pareil, on a un réseau privé de fibre optique qui est sur le réseau qui remonte, comme je disais, donc ici sur la chaufferie centrale et sur le PC superviseur à Toulouse. Donc là au niveau de la chaufferie, on est au-dessus, donc on domine la chaufferie, donc le plancher est je dirais une dizaine de mètres en dessous de nous. Donc le cube blanc en fait, hein, la chaudière c'est le cube blanc qui est devant moi. Donc le bois passe sous nos pieds dans la salle de réunion en fait, hein, et arrive dans la chaudière par le col de cygne là qui est sous la plateforme. Alors qu'on voit en photo là-bas, en face sur le couloir, donc si on descendait, voilà, donc le bois est poussé, monte dans la chaudière, en haut de chaudière. Donc c'est des vérins hydrauliques en fait, hein, qui poussent le combustible, qui le font rentrer dans le foyer où là il va brûler doucement, on a vu la photo à l'entrée. Donc avec les plaques du foyer qui sont des plaques en acier, donc qui vont glisser, qui vont vibrer légèrement pour faire descendre le bois. Donc ici on n'a pas d'eau dans la chaudière, on a uniquement de l'air en fait et de l'air chaud, de la fumée qui va brûler. Donc l'air sort par les gros tubes que l'on voit sur la droite et vont aller chauffer le cylindre gris devant nous là, qui est l'échangeur en fait. Donc l'eau est dans cette partie. Dans l'échangeur thermique, c'est donc ce gros cylindre qui est en face de nous. Donc c'est là en fait, l'air chaud rentre dans cet échangeur et à l'intérieur c'est des barillet d'eau, des tubes d'eau, comme un barillet de pistolet. Donc il y en a une centaine de tubes en fait où passe l'eau. Et donc l'eau va être chauffée par l'air extérieur qui est à 800-900 degrés selon les jours. Ensuite l'eau repart dessous et part au niveau des pompes. Alors les pompes, vous avez une photo derrière vous là-bas, donc on les aperçoit au fond. Et donc les pompes vont envoyer l'eau circuler à l'ensemble du réseau. Donc toutes les pompes sont ici, il n'y a pas d'autres pompes sur le réseau, c'est uniquement ici que ça pousse. Les fumées en elles-mêmes donc sortent, on traverse l'échangeur et repassent ensuite dans le gros parallélépipède gris que l'on voit en face. Donc ça c'est le filtre multicyclone. Donc c'est là où l'air turbule en fait, on va récupérer les particules les plus grossières. Donc qui tombent en fond de chaufferie. Donc ces particules-là récupèrent les cendres sous foyer, donc les cendres de la combustion. Ça part à l'extérieur dans la benne qu'on verra dehors, donc qui est une benne de récupération des cendres. Les cendres sont éliminées ensuite en filière agricole, donc ça part en compostage. Hein, on travaille avec la CED, donc qui est une filiale de Veoliao qui fait du compost agricole, donc qui est basée dans le Tarn-et-Garonne. Et ensuite l'air continue Alors une partie de l'air est récupérée et revient dans la chaudière, comme une sorte d'air préchauffé ou de turbo. Et ensuite le reste va traverser la boîte de droite là, qui est le fameux électrofiltre. Donc c'est là où on a deux électroaimants, donc de part et d'autre, donc qui vont fixer justement les particules les plus fines qui sont en suspension dans l'air. Ces électroaimants ensuite on les détasse régulièrement, c'est-à-dire il y a des gros marteaux qui viennent taper sur l'aimant pour décoller
la poussière qui est collée dessus. Et on va les récupérer dans des big bags. Alors on ne les voit pas, ils sont sur le côté, on les voit dehors en fait. Alors pourquoi les big bags? Parce que là on est sur du déchet ultime, on est vraiment sur des particules très volatiles, très légères, qui ne sont pas valorisables d'un point de vue énergétique ou matière, qui n'ont pas de vertu non plus nourrissante pour les sols. Donc on est vraiment sur du déchet. Donc là pardon, j'ai mal avec le masque. Donc là du coup les fines partent soit en enfouissement, en centre d'enfouissement, soit partent dans, aujourd'hui il y a deux utilisations, ça part dans les cimenteries qui s'en servent pour mélanger, pour faire du ciment. Donc le groupe Lafarge en achète par exemple. Et ensuite la SNCF en achète, alors me demandez pas comment, mais la SNCF ils mettent de l'eau dedans, ils les compactent, et ils s'en servent pour faire du ballast de voie ferrée. Voilà. Mais là après c'est pas mon métier donc je vous dirai pas comment ça se passe. Mais voilà, donc en gros une grosse partie est enfouie et ensuite le reste part en industrie, cimenterie ou ballast. Voilà. Et ensuite donc, les fumées sortent de l'électrofiltre, passent sous nos pieds et partent sur les cheminées qui sont derrière. Un petit mot sur la partie bois ici, contrôle qualité bois. Alors comme je vous disais en arrivant, on rémunère nos forestiers, enfin les forestiers qui travaillent avec nous, non pas sur le poids du combustible qui est livré, mais sur l'énergie qu'on va pouvoir en tirer. Donc la puissance calorique inférieure du produit. Donc ça on va faire un premier test ici. On récupère de la plaquette sur une livraison dans un seau. Hein. Donc en fait on va peser le bois avant et on va le chauffer pendant 2 minutes. On va le peser après, donc en chauffant la vapeur d'eau se dégage. Donc en fait on va faire une simple règle de 3 sur le volume et le poids du produit avant et après passage au four à micro-ondes. Ça va nous permettre de mesurer de manière approximative l'hygrométrie du produit et éventuellement de refuser une livraison. Si on dit que le bois est trop humide ou trop mouillé, on peut refuser une livraison. S'il est trop sec aussi, hein, s'il est trop sec, ça peut poser des problèmes sur la chaudière. Donc si on livre du bois trop sec, on peut aussi le refuser. Donc ça, c'est là, on valide en fait la réception du bois. Donc le bois à ce moment-là, si on donne le OK au conducteur du camion, il va livrer le bois dans la chaufferie. Et ensuite, on va faire une analyse plus fine du produit. Ici, on a une tamiseuse. Donc une tamiseuse, c'est des tamis plus ou moins fins, en fait. Hein. Donc on va faire vibrer ça et on va mesurer s'il y a beaucoup de poussière ou pas dans le produit. Ça qui aussi peut donner une combustion différente. Et pour finir, le produit va être mis dans ces petits bacs en alu et on va les passer à l'étuve pendant 48 heures. Donc l'étuve est là. Donc voilà, donc là c'est chauffé à 30 degrés pendant c'est des cycles qui font à peu près entre 30 et 48 heures selon les cycles. Et donc à l'issue de cette mesure, on va avoir un certificat d'étuve qui va nous donner la teneur exacte d'hygrométrie du produit. Et c'est cette teneur qui va faire foi pour la rémunération du forestier sur le bois qu'il nous a livré. Donc voilà. Donc ça c'est quand même important puisque dans l'équation économique du projet, encore une fois, il est important de payer le prix correct pour le combustible que l'on va utiliser. Donc c'est ça qui nous permet de faire cette mesure-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la chaufferie en cendre, oui, en cendre, on est à peu près à 1,5% de cendre. C'est-à-dire si on brûle 100 tonnes de bois, on a 1 tonne de cendre. Donc vous voyez une combustion qui est quand même très complète hein, par rapport à un foyer ouvert par exemple. Et alors dernière chose, je vous disais, on est sur une chaufferie biomasse. Encore une fois, il n'y a pas que de la biomasse puisqu'on a du gaz aussi. Hein, je vous disais, donc le gaz est en appoint secours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en secours, quand la chaudière bois s'arrête, hein, la chaudière gaz prend le relais. Donc on est en secours. Alors ça prend le relais soit si on a une panne forcément, ou pendant la maintenance. Donc on est obligé d'arrêter la chaudière bois 3-4 fois par an, avec 2 maintenances importantes semestrielles et 2 petites maintenances trimestrielles. Donc pendant qu'on arrête la chaudière bois pour la nettoyer, on fait fonctionner la chaudière gaz. Et ensuite le gaz fait l'appoint, c'est-à-dire si un jour il fait vraiment très froid en plein hiver et que la chaudière bois ne suffit pas, le gaz peut s'enclencher pour faire la petite partie qui manque. Donc ça c'est important parce que ça nous donne le taux de couverture d'énergie renouvelable du projet. Et aujourd'hui, voilà, sur Bayonne, l'année dernière, on était à 89%
d'ENR. C'est-à-dire qu'on est sur toute l'énergie qu'on a vendue, sur toute la chaleur qu'on a vendue pendant un an. 89% a été faite au bois et donc il restait 11% qui ont été sur la partie gaz lors des arrêts techniques principalement. Donc ça c'est un dossier qui est aussi vérifié par l'ADEME pour deux raisons. La première c'est que pour un aspect fiscal en fait, si vous voulez être classé ENR, classé énergie renouvelable, le réseau doit utiliser au moins 50% d'énergie renouvelable. Donc au moins 50% ici de bois, sinon on perdrait le label ENR. Donc là on en est loin, on n'est pas à 50%. Mais ensuite l'ADEME dans sa logique de favoriser la filière bois et la filière locale, vérifie qu'on a un projet qui est fait pour tourner au bois et qu'on tourne bien au bois. Hein? Alors le biais, ça pourrait être, encore une fois, ça pourrait être un biais économique. Je disais aujourd'hui le gaz a baissé, on aurait pu dire finalement ça nous coûte moins cher de tourner au gaz que d'acheter du bois. Auquel cas on se retrouve avec une chaufferie gaz. Et c'est plus du tout le projet de base qui était un projet développement durable, ENR au bois. Donc pour éviter ce genre de contre-expérience, l'ADEME souhaite valider vraiment le taux de couverture bois. Donc c'est ce qu'on mesure tous les ans. Pour vous donner un autre chiffre, dès qu'on dépasse, alors une chaufferie bois, encore une fois, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de mécanique, beaucoup d'entretien, donc potentiellement beaucoup de pannes et beaucoup de secours. Donc quand on dépasse 85% de mixité bois, c'est un très bon résultat. Donc Bayonne on est à 89, donc on estime que c'est une chaufferie qui donne pour l'instant, je touche du bois, hein, mais pour l'instant c'est une chaufferie qui donne de très bons résultats en termes techniques. Donc là on est sur une chaudière gaz de 8 MW, donc sur une chaufferie gaz de 8 MW si vous voulez, puisqu'on est sur la chaufferie. Donc en gros vous voyez, alors je ne dis pas on n'est pas le double, mais on est à 50% de plus de puissance que la chaudière bois. Donc vous voyez la taille de la chaudière gaz et la taille de la chaufferie, donc vous comprenez rapidement qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, le coût d'investissement sur une chaudière bois est quand même important. Donc voilà, c'est pour ça souvent d'ailleurs que le secours est fait au gaz. On pourrait imaginer une chaudière bois en secours de la première, mais ça prendrait beaucoup de place et ça coûte très cher, donc ça se fait assez rarement. Mais voilà, une chaudière gaz de 8 MW, ça donne ça en taille. Donc là vous voyez sur le gaz, alors sur le bois pour le coup ça fait pas de bruit, hein, puisque on est sur un feu classique, je dirais, de foyer bois. Sur le gaz on est sur du gaz soufflé. Donc on a des gros brûleurs donc, qui sont derrière, devant moi et derrière vous. Donc on a un caisson anti-bruit sur le brûleur. Et vous voyez que le local est traité de manière phonique en fait. Puisque quand le brûleur se met en route, ça fait un bruit de souffle très fort. Donc ce local-là est traité pour pas faire de bruit sur les habitations aux alentours. Sur le bois, on n'a pas ce souci-là. Donc la chaufferie bois, pour le coup, elle n'est pas traitée de manière phonique. On a appris vraiment énormément de choses à tous les niveaux, de la question écologique, mais aussi à la question financière, juridique. Enfin, on a, je pense, vu toutes les dimensions d'un projet de la sorte. Bon, pour nous, bien sûr, ça va nous donner des idées. Il faudra qu'on les digère, on les exploite. Et je pense qu'on reviendra peut-être vers vous pour des compléments. Merci, monsieur Berthomeux. Très bien. Mais écoutez, voilà. Merci à vous. Et merci de votre attention. Voilà, bonne continuation. Et puis je vous dis encore une fois, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez échanger à l'avenir sur des projets ou revenir visiter avec d'autres groupes. Avec d'autres groupes, avec votre famille qui vient en vacances sur la côte et qui a envie de faire du tourisme industriel. Très bien.